Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve et je ne suis pas toute seule puisque pour celles et ceux qui sont sur YouTube, vous voyez Jen. Pour les autres qui êtes en audio, nous recevons aujourd'hui Jennifer. On va parler de naturopathie parce que pour celles et ceux qui la connaissent, c'est peut-être ce pourquoi vous la connaissez, mais aujourd'hui on va surtout parler de système nerveux, on va parler de corps, on va du coup forcément aussi parler de d'holistique au sens large, puisque du coup on va parler d'une vision globalistique. On va parler de la question de la régulation du système nerveux. On va parler d'un sujet qu'on aborde, j'allais dire pas beaucoup, pour pas dire pas du tout, dans la question de l'accompagnement, pour les pros de l'accompagnement qui nous écoutent, qui est effectivement cette question du système nerveux chez vos bénéficiaires, mais en tout premier lieu chez vous. Parce que quand on se retrouve à accompagner des gens, vous le savez, je le répète tout le temps, vous n'êtes pas que des techniques, vous n'êtes pas que des boîtes à outils, vous êtes d'ailleurs principalement pas ça, d'ailleurs, vous êtes des accompagnants, des accompagnantes, et aujourd'hui on pourrait voir ça dans l'angle, sous l'angle d'être des co-régulateurs ou des co-régulatrices avec vos bénéficiaires ou les systèmes que vous accompagnez, et donc on peut se poser la question que si soi-même on est dans une situation dérégulée, entre guillemets, Jen va nous expliquer tout ça, parce que moi je vous le dis, je suis en moldu, hein. Donc clairement, j'utilise des mots, je sais pas si c'est approprié. Mais ça va avoir un impact en tout cas dans la relation thérapeutique. Donc aujourd'hui, bon Jen elle va se présenter, mais on reçoit Jennifer, naturopathe entre autres, praticienne somatique, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, il y a plein de termes, ça dépend des pays, mais oui, on va dire ça. Ok. Et donc, ben, on va explorer ensemble là, pour nous expliquer ça veut dire quoi cette histoire de régulation, de dérégulation, les liens avec l'accompagnement, les liens avec l'entrepreneuriat aussi. On va se parler de systémique aussi à la fin, bien sûr. Ça change quoi dans la posture, ça change quoi dans l'entrepreneuriat et les liens effectivement avec les questions plutôt sociales parce que si on est dans une société qui crée de la dérégulation, qui pousse à la dérégulation, bon, on va faire les liens. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, notre amie Jen est en Australie, puisqu'elle va au bout de son cliché. Et donc, comme toute bonne naturopathe qui aime le surf, tout ça, elle est en Australie. Mais du coup, nous avons un décalage horaire qui permet d'expliquer le fait que vous avez un petit décalage de luminosité et peut-être aussi de d'acuité, de vivacité d'esprit, parce que Jen, pour elle, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc, si à un moment donné, elle nous fait des petits bugs, on lui pardonnera le fait que, Merci. voilà, elle retarde son heure d'endormissement pour répondre à nos questions. Jen, est-ce que tu veux bien commencer justement par te présenter, te dire un peu, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi cette histoire de praticienne somatique? Oui, bah, je vais essayer d'être bref. Du coup, ouais, moi, c'est Jennifer. Ça fait 6 ans que je suis professionnelle de l'accompagnement. D'abord en étant naturopathe et là, depuis quelque temps, en étant thérapeute somatique trauma informée. Pour expliquer un peu brièvement, mais c'est vrai que ça fait 6 ans que je suis naturopathe, que j'accompagne énormément de monde. J'ai brassé voilà, du rendez-vous individuel, du programme de groupe, etc. J'en ai vu passer. Et il y avait quand même quelque chose qui revenait très, très, très souvent, c'était l'impact du stress chronique, de l'anxiété chronique sur le corps physique. Et on a beau, c'est là un peu la limite de la naturopathie, hein, oui, c'est super de remettre le corps en état et de refaire fonctionner le système nerveux, le système hormonal, le métabolisme, etc. Il y a quelque chose que je pointais un peu du doigt, mais sans vraiment réussir à cerner quoi. Il fallait que je fasse mon process un peu individuel avant ça. Mais c'était l'impact de notre vécu sur notre santé aujourd'hui. Et donc, c'est là où j'ai commencé à creuser sur les traumas. J'ai d'abord été formée au trauma avant d'être formée au somatique. Et ensuite, une fois que tu rentres le pied dans le trauma, les impacts du trauma, où le trauma se stocke, ok, ça stocke dans le corps, mais du coup, comment on travaille? Bref, tu vois, le petit, ça s'est un peu passé comme ça, au début par curiosité de naturopathe et savoir comment accompagner mieux. Et puis finalement, ça va avec mon trait de caractère, hein, si tu veux que je définisse un peu plus, c'est que quand je commence un sujet que j'adore, j'ai besoin de devenir complètement experte. Sinon, je suis pas OK. Et donc, du coup, voilà, ça fait 6 ans, je suis devenue thérapeute somatique en plus, trauma informée, dans cette vision que j'ai toujours eue de cette santé qui est très global en fait. Enfin, on ne peut pas pointer juste un symptôme, pointer juste
ton système hormonal, juste ton cycle menstruel, juste tes maux de tête, En fait, on est juste un ensemble de vécus, de choses. Et en fait, ça allait dans la globalité de se dire, en fait, on est juste des êtres hyper complexes dans un environnement complexe et tout, en fait, se répercute. Et donc, c'était un peu dans cette vision-là. Et je pense qu'on va pas mal en parler ce soir. Voilà, déjà le petit rapport. Moi, c'est le soir. Pour nous, Ce pour soir, les ce Françaises, il matin. est 10h18 du matin, donc on est littéralement à 24 heures de... pas 24 heures, quoi, à 12 heures de Euh, décalage? non, pas tout à fait. En ce moment, on est à 8 heures. Ça va. C'est Ah. pas si pire, tu vois, ça va. Ça va s'aggraver quand vous allez changer d'heure. Bon, c'est le jeu, quoi. Mais ouais, voilà, pour me présenter un petit peu, c'est ça. Ça, c'est ma partie pro. Ma partie perso, tu l'as déjà un petit peu dit. Je suis un peu le cliché ultime des thérapeutes holistiques. Je vadrouille beaucoup. Là, je suis en Australie. Ça va pas durer. Mais voilà, j'ai un peu cet esprit nomade. Je bouge beaucoup. J'ai besoin d'apprendre beaucoup dans ma vie pro et dans ma vie perso. Donc, je suis un cliché ambulant. Ouais, je bois du matcha et voilà Et un quoi. cliché de Sagittaire, hein. Pardon, mais Ah, ouais. je suis une Sagittaire à 1 milliard de pourcents. Ma meilleure amie se forme à l'astrologie, etc. Et je suis vraiment, elle me dit, c'est génial parce que t'es tellement un cliché ambulant que le Sagittaire, elle le connaît parfaitement. Je Ah oui, suis... vraiment, là, les fans d'astro qui nous écoutent, qui nous regardent, se régalent, hein, parce que là, vraiment, Jen, c'est le prototype. Surtout la phrase d'avant, là, de j'aime découvrir beaucoup, voyager beaucoup, apprendre beaucoup. Ouais. Ah oui, non, moi, je me suis toujours reconnue dans le Sagittaire et plus je suis moi, plus je m'enfonce dans le Sagittaire, quoi. Très bien. Eh bien, Voilà. Sagittaire va donc nous expliquer plein de choses aujourd'hui. J'ai découpé cette interview, cet échange en plusieurs axes. Donc nous aurons l'axe central, évidemment, où nous allons parler de cette histoire de régulation du système nerveux, notamment chez les pros de l'accompagnement. On va attaquer par celui-ci. Ensuite, je vais rapprocher mon micro de moi. Nous aurons un axe plutôt entrepreneurial slash solopreneur. Nous aurons enfin l'axe systémique social et puis une petite conclusion. On s'attaque donc avec l'axe central, cette histoire de régulation. Donc peut-être que avant justement qu'on explore plein de choses et pour nos auditorices, nous allons essayer que cet épisode ne dure pas 3h30. Je vous préviens d'avance, Jen est une pipelette, je suis une pipelette, nous nous connaissons depuis des années, donc on va essayer de... Heureusement j'ai un rendez-vous après. Donc à un moment donné, Je vais me structurer. on, J'essaye de mûrir. on sera obligé de réduire le temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Bref. Donc justement, pour qu'on puisse se dire plein de choses, on va commencer par les bases. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'on entend par système nerveux régulé? Parce que ça fait un peu partie, je vais pas te mentir, des modes Instagram du moment. Donc à chaque fois, je vois passer les histoires de non, mais c'est une histoire d'être régulé, dérégulé. Et j'avoue, moi, j'ai souvent un a priori, genre, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de nous raconter? Donc concrètement, c'est quoi un système nerveux régulé? Pourquoi c'est un enjeu, notamment pour les pros de l'accompagnement qui nous écoutent? Ouais, alors je suis un peu d'accord, hein, ça devient un peu une mode, donc on va essayer de redevenir un petit peu, revenir un peu aux bases. Déjà, l'idée, c'est pas de se mettre dans une case, hein, c'est pas de se dire j'ai un système nerveux régulé ou j'ai un système nerveux dérégulé, oh là là, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? La grosse majorité des personnes ont un système nerveux dérégulé, hein, c'est pas grave, enfin, c'est comme ça. Avant de t'expliquer ce qu'est un système nerveux régulé, je pense qu'il faut expliquer un peu ce qu'est le système nerveux de base pour comprendre un peu la différence. Le système nerveux, si j'essaye d'être brève, la physiologie du système nerveux qui a été étudiée, donc comment le système nerveux fonctionne, je vais essayer d'être plus bref possible. On a le nerf vague, donc un gros gros nerf là qui passe du cerveau jusqu'à le bas de notre tronc et qui est le chef d'orchestre de notre système nerveux. Ce gros nerf qui passe du cerveau jusqu'au bas de notre tronc. Ensuite, il y a plein de branches. On est comme un arbre là de système nerveux qui viennent contrôler nos réactions face à notre environnement.
Est-ce qu'on est en danger ou est-ce qu'on est en sécurité? Et en fonction, ça vient faire réagir, engendrer une réaction. Dans ce système nerveux-là, il y a trois systèmes nerveux qui ont été, trois états du système nerveux qui ont été définis. On a le système nerveux ventral, c'est-à-dire le système nerveux donc parasympathique ventral, qui est le système nerveux de sécurité. C'est là où on va venir connecter avec les gens, c'est là où on se sent bien, on se sent détendu. Typiquement, on peut le ressentir quand on fait un câlin à son chéri, à son chien, parfois plus à son chien qu'à son chéri, hein. Mais voilà, c'est cet état où on arrive à connecter. Typiquement, là, moi, je me sens un peu en ventral parce que je sais que j'arrive à connecter avec toi, j'arrive à t'écouter, j'arrive à échanger, je sens qu'il y a de l'échange. Ça, c'est le ventral. Ensuite, on a un deuxième état qui est le sympathique. Le sympathique, c'est l'état d'activation qu'on appelle les modes de survie, combat, fuite. Donc c'est le fait de s'activer, de faire des choses. On est dans l'action, on est dans la mobilisation. C'est là où dans des états très hauts en sympathique, on va avoir l'anxiété, le stress, l'activation, plein de symptômes de sympathique, de transpirer, voilà, d'être anxieuse, etc. Ça, c'est le sympathique. Et le troisième état, c'est le parasympathique dorsal. Parasympathique dorsal, lui, c'est l'inverse un peu du sympathique, c'est-à-dire que on est plus dans le filement, on va être dans l'immobilisation. Donc, on va, ce qu'on appelle le shutdown, on va être très fatigué, on va être dans l'épuisement, la moindre tâche va nous demander un effort, etc., etc. Pour faire bref, ces trois états-là, ils cohabitent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Stresser dans la vie, c'est normal. On ne va pas arrêter de stresser. Quelqu'un qui dit qu'il stresse jamais, c'est juste qu'il est 100% en dissociation. Il est juste pas présent sur Terre, tu vois. Donc, stresser, c'est normal. Donc, un système nerveux qu'on dit régulé, ce qui va se passer, c'est qu'il va osciller entre les trois états de manière flexible et adaptée. C'est-à-dire qu'à des moments, ouais, il va stresser et il va demander à son système sympathique de s'activer. Typiquement, moi, aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée à bosser devant mon ordi, j'étais en sympathique. Je répondais à mes mails, bam, 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 j'ai passé 3 heures à répondre à mes mails, mes messages Insta. Bah, j'étais en sympathique, je le sentais, j'étais en état d'activation. Ok, une fois que j'ai fini ça, j'ai pris ma pause déjeuner. Ok, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis passée un peu en dorsale? Parce qu'en fait, pendant 3 heures, j'étais hyper concentrée. Je suis peut-être passée en phase de figement en dorsale. C'est-à-dire que là, ouais, quelqu'un me parlait, je n'étais pas trop là. Enfin, j'ai eu besoin d'un moment où il se passe pas grand-chose et je suis pas trop dans mon corps et je suis pas trop présente. Et c'est OK. Et ensuite, pendant ma pause déjeuner, peut-être en ventrale, j'étais apaisée. J'avais mon assiette, j'étais là, c'était chaud, je me sentais bien, j'étais dans mon moment de détente. Ça, c'est un système nerveux régulé, c'est-à-dire qu'on va osciller entre les trois états et ce sera cohérent, c'est-à-dire que ton système réagit à ce qui se passe en ce moment de manière cohérente, pas disproportionnée, etc. Du coup, inversement, un système nerveux dérégulé, pour faire le lien et qu'on comprenne la suite, c'est que ce ne sera pas flexible. Les personnes dérégulées, elles vont avoir tendance à soit rester énormément dans un des états, soit osciller beaucoup entre sympathique et dorsale, par exemple. Elles vont s'activer toute la journée, inarrêtable, vraiment jamais s'arrêter. Et puis arriver le soir, bam, dorsale. Il n'y a plus personne, elles sont pas connectées, etc. Et potentiellement, juste avant de dormir, réactivation. Parce que le fait de s'endormir et de ne rien faire va venir réactiver le mécanisme de défense. Donc là, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples de systèmes dérégulés. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est comment on sait qu'on est régulé ou dérégulé. C'est cette flexibilité. C'est pas de pas stresser. Pas stresser, c'est très louche, hein. C'est très louche. Donc, c'est juste, voilà, retrouver cette flexibilité. Ça va, c'est clair, C'est très très clair. Ouais, super. Après, comment on se dérégule? Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on n'est pas là pour ça, mais un système nerveux, en fait, il se dérégule pas pour rien. C'est là où il faut nuancer aussi, c'est que il y a des événements qui ont eu lieu dans le passé qui ont nécessité d'engendrer un mécanisme de survie. Et ce mécanisme de survie est devenu notre mode d'action au quotidien. En fait, on n'a pas réussi à... Bon, c'est pas nous, hein, c'est notre système, encore une fois, c'était pas assez safe pour
boucler la boucle de l'événement. L'événement était trop, 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 trop intense ou trop répété aussi. Peut-être pas intense, mais trop répété sur une longue période. Ce qui a fait qu'on est resté bloqué dans un mode de survie, soit le sympathique, combat-fuite, soit le figement, c'est-à-dire je fais plus rien et je bouge plus et je deviens une personne qui fait plaisir à tout le monde, qui dit jamais non, parce qu'en fait c'est trop dangereux de dire non. Donc, on se retrouve bloqué dans un mode et puis finalement, 20 ans après, on est toujours bloqué sur ce mode-là et on trouve jamais le ventral. Et on se retrouve dans un système nerveux qui n'a pas de flexibilité. Et donc, les événements du quotidien, ils vont venir nous faire réagir de manière hyper insécuritaire, hyper unsafe et on ne trouvera pas cette flexibilité-là, quoi. OK? Quand tu dis que par exemple dans un système nerveux dérégulé, il y a des gens qui vont être principalement bloqués entre guillemets, par exemple dans le système nerveux sympathique ou dans le parasympathique dorsal. Ça veut dire quoi concrètement bloqué? Ça veut dire par exemple quelqu'un qui est bloqué entre guillemets, qui est principalement en sympathique, qui est toujours en train de s'activer, etc. C'est quoi? C'est que c'est une production des neurotransmetteurs, d'adrénaline, de noradrénaline, etc., qui est beaucoup plus importante et donc du coup ils sont tout le temps là-dedans, parce que du coup, c'est leur système nerveux qui est suractivé, le système nerveux sympathique qui est suractivé, c'est ça? Alors, oui et non. En fait, c'est vraiment, c'est une sorte d'apprentissage. Le système nerveux, la régulation du système nerveux, moi, je le compare un peu à de la kiné. C'est-à-dire que on a, demain, tu te tords la cheville, tu as un trauma physique. Ton trauma physique nécessite que tu ailles chez le kiné. Et chez le kiné, on va te faire faire des exercices pour que tu ne gardes pas de séquelles de ton trauma physique. Ça paraît clair pour absolument tout le monde. Pour ce qui est des traumas émotionnels, c'est-à-dire que des événements qui te sont arrivés dans ta vie et qui n'ont pas trouvé de réponse adaptée ou qui ont du coup dû te faire sortir tes mécanismes de défense, ces traumas-là émotionnels, on n'a pas rééduqué le système à ne pas garder de séquelles de cet événement-là. Et donc, en fait, la régulation du système nerveux, c'est là où ça se casse, c'est-à-dire que c'est réapprendre à avoir des réactions comme tu avais avant cet événement-là, sans que cet événement-là ait marqué. Donc, comment répondre à ta question? J'ai perdu le fil. Moi, ma question, c'était, par exemple, une suractivation sympathique, est-ce que c'est neurotransmetteur? Voilà, ouais. Et donc, en fait, je reprends le... C'est pour ça, je suis partie loin et je reviens. Et donc, en fait, c'est pas une question de... Alors, effectivement, la conséquence, ça va être que tu vas produire énormément de cortisol et d'adrénaline, le fait d'être en sympathique. Mais c'est une conséquence. C'est pas parce que tu sécrètes trop d'hormones, cortisol, adrénaline, que tu restes bloqué. C'est parce que tu as vécu un ou des événements qui ont nécessité que tu actives le mécanisme combat-fuite, donc le sympathique. Et donc, en fait, c'est devenu ta réponse prioritaire. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ton quotidien, tu reçois un mail, tu reçois un message, quelqu'un te parle dans la rue, des trucs complètement à côté de la plaque de ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais chaque interaction, potentiellement, va venir réactiver le même mécanisme parce que tout devient un peu danger. Et donc là, effectivement, la conséquence, c'est qu'en plus, c'est des terrains qui, du coup, vont physiologiquement sécréter plus de cortisol, d'adrénaline, etc. Donc c'est là où on commence à avoir des conséquences sur notre physique et sur notre santé physique. C'est un peu le schmilblick du truc. Mais c'est pour ça qu'on reste bloqué dans le sympathique. C'est juste que c'est devenu notre seul mécanisme pour vivre. Tu vois, on est dans cet état où tout devient danger parce que on n'a pas pu boucler ce qui s'est passé dans le passé, quoi. C'est un peu plus clair ou pas? Oui, oui, oui. Je fais plein de liens avant qu'on reprenne nos questions préparées. Il y en a deux qui me viennent. Le premier, bah, c'est la question traumatique. Bah, tu l'as évoqué dans ta présentation. Euh, Petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous mettra dans la description le lien vers un épisode qu'on avait fait avec Chloé Chaperon, qui est une des psys qui intervient dans la formation à la posture et qui est venue 2 fois sur le podcast, une fois pour vous parler de maternité, des liens avec la vie psychique, et une fois pour parler de trauma. Donc on le mettra dans la description si vous voulez l'écouter, le réécouter, faire les liens, parce que Chloé vous en parle uniquement dans la sphère psychique, et donc ça, j'imagine, je ne sais pas encore ce que Jen va dire, mais qu'il y aura sûrement des liens intéressants à faire. En tout cas, moi ce qui m'y a fait penser,
bon, tu en as parlé en intro, mais après, au bout d'un moment, tu disais des événements qui ont été vécus traumatiques ou répétés, enfin traumatiques au sens très fort, impactants et ou qui ont été répétés. Ce qui me fait le lien avec la classification que fait le DSM maintenant du trauma, sur le trauma type 1 d'un événement ponctuel très violent, des traumas type 2 qui sont plutôt le climat traumatique avec des événements répétés, voire des fois type 3 pour spécifier ce climat spécifique aux figures d'attachement. Est-ce que du coup on peut faire un lien avec ça? Est-ce qu'on peut faire des liens entre guillemets? C'est la même chose. Hmm. C'est la même chose. On part, c'est ces événements-là, ce qu'a montré plusieurs, c'est Stephen, enfin, je te redirai de toute façon les noms, mais tu as Peter Levine, Stephen Porges, je ne sais pas dire l'accent. Bref, tu en as plusieurs qui ont étudié ça. Euh, on part de la même chose, trauma. Alors, après, on les appelle des fois différemment, tu vois. Par exemple, moi, dans mes formations, ça va être le trauma développemental, le trauma aigu, le trauma, etc. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est juste des définitions différentes. Mais on part de la même chose, c'est-à-dire que c'est des événements qui ont été vécus par le passé et qui n'ont pas trouvé de résolution. Et c'est là où typiquement la théorie polyvagale, donc tout ce qui est système nerveux, régulation, ça vient de la théorie polyvagale, ça vient de là, c'est-à-dire que à la base, ils ont étudié des personnes qui ont vécu la guerre. Et ça faisait 20 ans qu'ils voyaient des thérapeutes, 20 ans qu'ils étaient sous médicaments, et pour autant, une porte qui claque ou un son dans la rue les faisait réagir de la même manière et les remettait exactement dans le même état traumatique qu'il y a 20 ans. Et donc c'est là où ils se sont dit, il y a un truc qu'on pige pas du système nerveux, il y a un truc qu'on ne pige pas dans la psychologie, il nous manque une pièce du puzzle. Et la pièce du puzzle, c'est la fameuse théorie polyvagale qui explique que, qui a étudié que le trauma, tel que toi tu le définis, tel que, en fait, on parle de là exactement la même chose. C'est un événement traumatique, qui soit aigu, microagression, qui est répété, bref, peu m'importe, qui n'a pas eu la capacité de se stocker dans le cerveau. Donc, le trauma ne se loge pas dans le cerveau. Le cerveau déconnecte. Quand il se passe un événement trop important, le cerveau déconnecte, ne l'enregistre pas. Et finalement, c'est notre corps qui va l'enregistrer. C'est notre corps qui va se crisper, qui va se tendre. Notre ventre qui va se broyer. On va se souvenir d'odeur, on va se souvenir de bruit, on va se souvenir, mais on va pas se souvenir exactement de l'événement dans le rationnel. Donc on aura beau en parler pendant 1000 ans de cet événement-là, le corps, il a complètement intégré les réactions traumatiques. Et donc c'est ça où vient se caler la théorie polyvagale, la thérapie somatique, etc. C'est comment je viens décharger le corps de cette surcharge traumatique qui finalement maintient le corps dans cet état de survie 10 ans, 15 ans, 20 ans après, parce qu'il a appris que quand il se passait ce son, quand il se passait ce regard dans la rue, il fallait qu'il se fige et qu'il se défende. Et donc c'est là où en fait c'est complémentaire. La psychologie, la théorie polyvagale, en fait c'est hyper complémentaire et on part de la même source, hein. Le trauma, c'est la même chose pour toutes les sources, quoi. Oui, la théorie polyvagale dont vous parle Chloé dans le podcast, je ne sais plus. En tout cas, ça fait partie du module qu'elle enseigne dans la formation posture, donc peut-être qu'elle en a parlé dans le podcast. Quand tu me dis ça peut pas se stocker dans le cerveau il débranche, est-ce que tu es en train de nous parler de phénomènes dissociatifs? En quel cas et où la dissociation dans ton monde à toi, c'est quoi concrètement? En dehors de la psycho, dans la partie plus physiologique, la dissociation, c'est quoi? C'est avoir tout passé en parasympathique dorsal? C'est... Dis-nous. Ouais, la dissociation dans la théorie polyvagale, ouais, comment expliquer? En fait, ce qu'ils ont montré, c'est, il y a plusieurs choses dans la dissociation. J'essaye de réorganiser mes idées. Que ce soit clair. Tu... Déjà, on parle de dissociation dans la théorie polyvagale plutôt en dorsale, c'est-à-dire dans la réponse de figement. L'événement est tellement intense que la personne va complètement sortir de son corps. Ça,
c'est la réponse là à l'instant T. C'est que là, tout de suite, maintenant, si il se passait un truc et que je faisais répondre mon dorsal, je dissocierais. Ce qui se passe dans le trauma, pour revenir au trauma, parce que c'est là où se situe la réponse initiale, c'est que ce qu'ils ont montré, c'est quelle partie du cerveau était en train de réagir. T'as le cerveau reptilien, donc ça c'est plus les émotions, les sensations, les choses comme ça. T'as le cerveau limbique, je crois, et le cerveau néocortex, cortex, enfin bref, celui qui retient les choses, le rationnel. Ce qu'ils ont étudié, c'est en fait que au moment du trauma, le cerveau rationnel, le néocortex, se coupait, juste se déconnectait. C'est ça, quand je parle du trauma et de dissociation, c'est ça, mais c'est un peu mal utilisé ce mot-là. C'est, il y a une vraie coupure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'avoir enregistré l'information. Ça se situe à d'autres niveaux, à des niveaux émotionnels, à des niveaux corporels, à des niveaux sensoriels, à des niveaux, mais pas dans la tête, pas dans la tête comme nous on l'entend, pas dans le cerveau rationnel. Juste, ça s'imprime pas. C'est les Est-ce que tu veux mécanismes. dire, pour qu'on se comprenne bien, que c'est les aires néocorticales qui ne reçoivent plus d'informations en fait? Oui, c'est ça. Ouais, ok. C'est en fait ton mécanisme de survie, physiologiquement, se situe dans des sphères du cerveau de l'immédiat, du là maintenant tout de suite, et je coupe tout le reste parce que en ce moment là tout de suite, je meurs si je fais pas ça. Et donc ce qu'ils ont montré dans leurs études, c'est qu'effectivement le message se coupait complètement, ne s'imprégnait pas. Et donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, voilà comment enfin, c'est étudié dans la théorie polyvagale. Et donc j'imagine, alors enfin, ça je sais pas si tu l'as étudié, est-ce que ça peut avoir des liens avec les questions d'amnésie traumatique? Est-ce que du coup les aires de la mémoire, genre l'hippocampe, etc., vont se retrouver plus renseignées? Faut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. Bah, exactement. En fait, ça coupe le message. C'est pour ça, effectivement, les amnésies traumatiques, dans le somatique, on l'étudie énormément parce que forcément, il n'y a plus de souvenirs rationnels. Donc, le seule chose qui nous reste, et ce qui est énorme, c'est les souvenirs corporels. Et donc, c'est en utilisant les réactions d'aujourd'hui dans plusieurs activateurs qu'on a dans notre vie courante qu'on va pouvoir aller petit à petit explorer les réactions physiques et finalement les réactions physiques dans un accompagnement thérapeutique sain et sécure et tout ce qui s'ensuit, mais on va pouvoir aller décharger l'énergie traumatique, c'est-à-dire toutes ces choses qui ont été stockées au moment du trauma ou dont on a quasi aucun souvenir, voire pas de souvenir, quoi. Et qu'est-ce qui fait du coup que tous les traumas font pas amnésie? C'est l'intensité du signal? Qu'est-ce qui fait que si tu veux certaines aires néocorticales, parce que j'imagine que tu as quand même des aires néocorticales qui doivent Mm. continuer à recevoir du signal, mais Oui. certaines aires néocorticales sont coupées, mais l'hippocampe continue à recevoir de l'information, et puis dans certains traumas, c'est... Ouais, on sait pas. On ne sait pas parce qu'en fait, enfin, c'est comment la personne. En fait, il y a des personnes qui vont vivre exactement le même événement et ça va pas du tout s'imprégner pareil dans le corps, dont des choses très 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 graves, et en fait, on ne sait pas. Alors, il y a quand même les traumas jusqu'à l'âge de 2 ans où là, effectivement, on n'a pas la capacité d'enregistrer. Donc là, on a tous les traumas développementaux de 0 à 2 ans, vous savez, les bébés qu'on laisse pleurer de manière répétée, etc., etc. Ça, c'est des traumas développementaux qui vont se loger absolument intégralement dans le corps, quoi. Et ensuite, bah, on ne sait pas. Juste, il y a des personnes, ça va couper parce que ce sera à cet instant-là beaucoup, beaucoup, beaucoup trop intense et beaucoup trop, et le cerveau va couper. Mais ça peut être sur 1000 choses différentes. On en profite de rappeler pour les jeunes parents qui nous écoutent et les futurs jeunes parents qu'on ne laisse pas pleurer les bébés pendant des plombes. Ils ne font pas de caprices, hein, ils n'ont pas du tout la capacité de toute façon de concevoir la notion de caprice. Vous avez, pour celles et ceux qui sont sur Ocha, une playlist en lien avec la maternité, dont un épisode fait avec Charlotte Larderi, qui est une collègue sage-femme, qui est absolument super, et qui a parlé un petit peu de ça. Bref, c'était la petite parenthèse bébé. Ça les traumatise et ça les insécurise. Ce n'est pas la peine de faire ça, ils ne font pas de caprice. Dernière question, après j'arrête parce qu'on n'est pas du tout sur les questions que j'avais prévues.
Mais bon, vous avez prévu en intro, c'était le risque. Euh, Est-ce que, là encore, je ne sais pas si c'est ton sujet, donc peut-être tu ne sauras pas répondre, tu me diras. Euh, je viens à rebours avant cette histoire de trauma là. Quand tu nous parlais de questions de entre guillemets suractivation, quand on est plus en sympathique, des figements parasympathiques dorsales, machin, bref, ça m'a fait penser. Est-ce que vous établissez ou est-ce que vous pressentez, est-ce que vous connaissez des liens avec certains troubles neurodéveloppementaux? Je pense par exemple à la question du TDA ou voire du TDAH, dans le fait justement de ce manque de dopamine pour passer à l'action, d'être plutôt du coup dans le figement, d'une procrastination. Je pense par exemple au TSA sur les troubles du spectre autistique, dans le fait de pouvoir monter très très haut justement en intensité, et que d'un coup il y a un bruit, un son, une lumière qui et que du coup ça fait des crises, des shutdowns, justement pour couper le signal. Bon, est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus? Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas totalement mon domaine, j'ai pas envie de. Mais effectivement, c'est énormément étudié hein, dans les thérapies de trauma somatique, etc. Sur les TDAH, toutes ces choses-là, effectivement, hein, dans ma formation, on l'a vu en long, en large, en travers, parce qu'il y a aussi énormément de mauvais diagnostics à cause de ça. C'est souvent des systèmes nerveux qui sont très, 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 très dérégulés. Et finalement, quand on vient réguler, bah, il n'y a plus. Donc, du coup, la question se pose. Après, ça ne veut pas dire, il y en a, ça reste. Enfin, mais c'est plein, plein, plein de, comment on dit, de cases où en thérapie somatique, on n'aime pas trop les mettre. Parce qu'encore une fois, me mettre dans une case, c'est comme je suis hypersensible, enfin bref, toutes les cases comme ça qu'on met, ça biaise un petit peu je trouve les choses. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, on l'étudie énormément. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe sur une personne comme ça quand on vient toucher à son vécu et qu'on vient décharger les choses et qu'on vient remettre de la sécurité, euh, bah, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui se passe quoi. Donc c'est hyper intéressant hein, ces questions-là, mais je m'étends pas, Oui, c'est pas ton sujet. c'est pas mon domaine. Ouais. Ok. Très très intéressant en effet. J'en reviens à mes questions. Parce que pour l'instant, j'ai fait une question On va y arriver. de la liste. Donc on revient sur notre histoire de pro de l'accompagnement. Tu me parlais en off du rôle de co-régulateur, co-régulatrice. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les pros de l'accompagnement qui nous écoutent, si eux, ils sont dans une situation de dérégulation du système nerveux? Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué, je vais te le dire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos systèmes nerveux se répondent constamment. C'est-à-dire que là, toutes les deux, on est en train de parler, nos systèmes nerveux se répondent. Donc, pour le thérapeute, l'accompagnant, c'est hyper important d'être régulé parce que si tu veux amener ton client, ton bénéficiaire quelque part, il faut pas que toi, tu réveilles des triggers, des activateurs, tu vois, des choses comme ça chez ton bénéficiaire. Donc, c'est hyper important de développer les capacités de co-régulation. Pour ça, ça veut dire que quand tu accompagnes quelqu'un, quand tu es en relation avec quelqu'un en tant qu'accompagnant, accompagnante, c'est important d'être au maximum en ventral. Alors, c'est pas possible hein, d'être tout le temps en ventral parce que bah, il y a des choses dans tes mots, par exemple, qui vont m'activer. Ok, comment je me re-régule pendant le rendez-vous pour que ce soit bénéfique, encore une fois. Euh, on est vraiment, euh, ouais, on est vraiment câblé pour se répondre. Donc, c'est pas à la personne en face, c'est pas au client de se réguler, parce que globalement, s'il voit un thérapeute, c'est qu'il n'est pas très régulé, ou en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, pendant le rendez-vous, il n'est pas très bien. Donc, c'est à nous de lui emmener. Euh, Deuxième chose sur ce sujet-là, c'est aussi si moi j'arrive dérégulée, qu'est-ce que ça va venir faire?
ça va venir envoyer un signal, ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire que on passe notre temps à observer si notre environnement est sécure ou pas, à travers les regards, à travers les gens, à travers notre environnement, etc. Moi, en tant que client, j'arrive à un rendez-vous et mon thérapeute en face est dérégulé. Je ne peux pas le deviner, hein, mais je vais le ressentir. Je vais ressentir que la personne en face, soit elle est stressée, soit elle est ailleurs, soit elle n'est pas présente. Et donc, soit je vais pas me sentir assez safe pour aller au fond des choses, pour dire les choses, je vais garder de la réserve, ça, c'est un des cas, soit ça va m'activer. Et ça va m'activer plus dans mes mécanismes de défense. Donc, soit je vais complètement me refermer, je vais figer, etc. Soit je vais complètement m'exciter, et puis en fait, ce sera pas du tout productif, et puis je vais être dans mes mécanismes de combat, de défense, et puis tu vois, toi, t'en parles beaucoup, mais c'est là où ça se joue aussi, là, le fameux triangle Sharpman, je sais plus, victime, Chapman. sauveur, bourreau. Ouais. C'est là où ça se joue. C'est que si moi, j'arrive en tant que thérapeute dérégulée et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est dans une position victimaire, je suis tellement dérégulée que la position victimaire, elle va m'énerver en fait en tant que thérapeute. Et du coup, bah, je vais avoir envie de le bouger, je vais vouloir envie de bouger cette personne. Bon, bah du coup, je deviens le bourreau, tu vois. Alors que si je viens totalement sécure dans la relation, la personne, elle peut être victime devant moi. Elle peut jouer la victime, elle peut jouer le bourreau, elle peut jouer le sauveur, les trois en même temps. Moi, j'ai de la clarté mentale et de la sécurité qui fait que j'observe, j'ai la capacité d'observer ce qui est en train de se dérouler devant mes yeux, mais je reste assez sécure et solide, ce qui permet à la personne en face, du coup, de sortir de ça, ou en tout cas de, tu vois, d'avoir des ressources pour sortir de ça. Je sais pas si ça répond à la Ouais. question, mais en Si, tout si, cas, si. Non, non, c'est hyper intéressant. Ça a répondu un peu à la question que j'avais après. Je la nomme rapidement si jamais tu veux compléter, mais tu as déjà en partie répondu, hein, qui était le rapport entre ce système nerveux régulé, dérégulé et la qualité de la relation d'accompagnement. Donc, tu as déjà beaucoup répondu. Tu veux ajouter quelque chose que tu aurais pas dit ou... bah, la qualité de l'accompagnement, si, bah, il y a cette notion que si tu es en ventral, t'apportes une chose fondamentale pour ton client, c'est la sécurité. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est qu'en fait, la personne, tu peux venir avec tous les outils que tu veux. Si ton client en face de toi, il n'est pas sécure au moment de la relation, il va rien retenir. Il va être que dans le mental et en fait, ça va pas s'intégrer, tu vois. Donc, c'est juste ta posture, elle a juste à être sécuritaire pour que ton bénéficiaire, il puisse, tu vois, à intégrer en fait les choses, quoi. C'est vraiment très très complémentaire hein, avec la question de Mm. la posture. Hein. Ça commence à me donner plein d'idées dans ma tête là. Mais énormément. C'est pour ça que j'adore ce que tu fais. Ben justement, parlons-nous un petit peu dans notre axe entrepreneurial, slash posture de solopreneur, entrepreneur solo, travailleur indépendant, travailleuse indépendante. Vous trouverez l'appellation qui vous convient le mieux quand on entreprend, mais là je parle particulièrement de ceux qui entreprennent seuls. Ou, ou ceux qui sont seuls chez eux, ou au coworking, ou j'en sais rien, mais enfin bref, dans l'activité en solitude. Nos croyances, nos histoires passées, les peurs, les traumas, etc. Tu as nommé plein de choses. Donc, on a très bien compris, ont beaucoup d'impact, beaucoup d'influence sur notre vie actuelle. Et donc, j'imagine bien sur notre activité d'indépendante aussi. J'imagine que si ça impacte toute ta vie, ça n'épargne pas ce truc-là. Et donc, concrètement, comment ça peut entrer en jeu, quoi, si tu peux dire ça comme ça, dans nos travails d'indépendante. En tout. Voilà, point. Voilà, merci, c'était un nouvel épisode de Bien dans ta boîte. Ouais, c'est dur à résumer, mais pour ça, je vais peut-être revenir au principe de neuroception, le fait que tu scannes constamment ton environnement. C'est complètement involontaire, hein, tu le fais pas exprès, mais constamment, tu scannes ton environnement pour savoir s'il est sécure ou pas sécure. Et donc, en fait, toutes tes actions vont être embarqué là-dedans. C'est-à-dire que je prends l'exemple de poster sur Instagram, faire ta communication, etc., etc. On est tout le temps en ambivalence entre ce qu'il faut faire pour notre business, poster sur Instagram, faire de la communication, etc., et comment notre système nerveux réagit à cette action.
C'est-à-dire que poster sur Instagram, je dis ça parce que je pense que tout le monde qui écoute le podcast poste sur Instagram, donc au moins c'est un exemple facile. Ça va pas avoir le même impact par les gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont un besoin viscéral d'être aimés de par leur passé et leur système nerveux, s'ils sont pas aimés, se met en mécanisme de survie. Sauf que du coup, ces personnes-là, elles vont poster un post, deux posts, trois posts, il n'y aura pas assez de likes pour leur système, elles vont finir en shutdown. Et pendant des semaines et des mois, elles vont plus rien poster. Et chaque tâche va être difficile parce qu'elles vont se dire, bah du coup, c'est de la merde. C'est de la merde ce que je fais, etc. Inversement, on a d'autres personnes se montrer sur Instagram, ça va venir réveiller des mécanismes de défense hyper durs parce que dans leur passé, elles ont vécu de l'humiliation, elles ont vécu des agressions, elles ont vécu des choses qui fait que leur système, dès qu'ils se forcent à poster, va se mettre peut-être en sympathique, peut-être en activation, en énorme anxiété. Ils vont aller regarder la liste de toutes les personnes qui ont liké pour voir si c'est sécure, etc., etc. Donc en fait, là, je donne une micro-action. Mais en fait, chaque action de notre entrepreneuriat, fixer un prix, contacter un prospect, avoir son premier rendez-vous client, tout, chaque action potentiellement va venir réveiller un aspect de notre système nerveux, va venir réveiller un mécanisme de défense lié à des événements passés qui n'ont pas été processés. Donc c'est là où on appelle ça des traumas, c'est des événements qui n'ont pas eu, qui n'ont pas terminé la boucle traumatique, quoi. Donc ça, c'est la première chose où pour moi, c'est fondamental, c'est si beaucoup de choses, de tâches que tu fais réactivent tout le temps ton système nerveux, bah effectivement, tu peux pas entreprendre de manière sereine, etc. Et tu as beau connaître toutes les stratégies de la Terre, bah, ça ne marchera pas. Et deuxième chose que je verrais pour essayer de faire assez bref, c'est aussi que, pour que ce soit clair, nos états du système nerveux vont conditionner nos comportements. Je te donne mon exemple si tu veux, ce sera facile comme ça, mais moi j'ai un mécanisme de défense depuis toujours qui est le combat. Moi je suis plutôt, ok, j'y vais tête baissée, bam, 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 j'enchaîne, 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 je fais énormément d'actions, quitte à arriver proche du burn-out, voire le burn-out. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de soit arriver en burn-out, dépression, soit carrément y aller. Donc en fait, finalement, j'étais en sympathique tout le temps, jusqu'au moment où mon système dise fuck, je te mets en shutdown parce que là, en fait, tu vas mourir si je te stoppe pas. Et donc, j'ai basé tout mon business depuis 6 ans sur ce mécanisme-là. Donc, le jour où j'ai commencé à en sortir, le jour où j'ai commencé à me réguler, à découvrir ce que c'est que le ventral, parce que moi, je pars de loin. Le ventral, je ne connaissais pas du tout. J'étais soit en sympathique, soit en dorsale. Les premiers moments en ventral, avec mon thérapeute somatique à l'époque, j'ai fait une crise d'angoisse. Je suis allée en ventral pendant 20 secondes et je suis repartie, j'ai fait une crise d'angoisse. Tu vois, je pars de loin. Mais du coup, à force de bosser cette régulation, de libérer les traumas, etc., ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ma boîte, elle était plus du tout tenable parce que j'ai basé toutes les fondations de ma boîte sur le fait que je suis une putain de warrior qui s'arrête jamais et qui lance projet sur projet sur projet sur projet sur projet jusqu'à temps que ça shut down 1 ou 2 mois, puis je m'y remets. Donc, euh, c'est là où je te dis que notre système de survie, nos mécanismes, si on a un système nerveux dérégulé ou très très dérégulé, hein, moi, franchement, je suis dans la case où j'étais bien bien dérégulée, bah, en fait, ça conditionne toute notre manière d'entreprendre. Et donc, c'est quelque chose qui nous enfonce encore plus dans nos mécanismes de survie, parce que tu ne peux plus sortir de ça. Ça y est, tu as basé tout ton système, toute ton entreprise, ta manière de fonctionner comme ça. Et donc, c'est là où, tu sais, c'est un peu la boucle et le serpent qui se mord la queue, quoi. Ton système nerveux, il drive tout, quoi. Parce que du coup, donc là, tu nous as donné un exemple très concret dans lequel peuvent se retrouver celles et ceux qui ont peut-être plutôt effectivement une tendance à se déréguler du côté du système nerveux sympathique. Ceux qui auraient plutôt tendance à se déréguler côté parasympathique dorsal, c'est plutôt la procrastination, du coup, j'imagine. Ouais,
C'est la procrastination, bah, clairement, c'est la procrastination, c'est le fait d'être très vite fatigué. En fait, chaque tâche va être très fatigante parce qu'effectivement, en fait, poster sur Instagram, ça va demander 3 heures pour créer un post Instagram pour qu'il soit absolument parfait. C'est vraiment ça, hein. Alors, le perfectionnisme, c'est des deux côtés, hein. Ça dépend des personnes, ça dépend des réactions, etc. Mais globalement, tu te fais vite dépasser. C'est des personnes qui vont avoir du mal aussi à passer à l'action. Tu sais, c'est des personnes qui vont bosser leur stratégie pendant 1 milliard d'années avant 100 mètres d'action. Globalement, tu es dans l'immobilisation, donc tu brasses, t'avances, tu vois un coach, puis tu vois un autre coach, puis tu testes cette stratégie, puis cette autre stratégie, mais sans vraiment faire salle dorsale. Et tu vas être très fatigué. Chaque chose va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et du coup, ça ressemble à quoi un business quand tu as un système nerveux régulé? Bah, un système nerveux régulé, alors il y a toute forme de business, mais ça va être, tu vas le faire avec clarté, tu vas le faire à ton rythme. Encore une fois, hein, c'est illusoire, hein. Là, je te parle de théorie parce que c'est illusoire d'être régulé quand tu es solopreneur. Enfin, tu vois, d'être parfaitement régulé. De base, et on va en parler, je pense, plus tard, mais solopreneur aujourd'hui, faut y aller pour ne pas être activé. Encore une fois, parce qu'il y a plein de sources d'activation autour de nous. Mais globalement, si tu arrives à trouver un peu de flexibilité dans tout ça, bah, tu as de la créativité, tu as surtout de... Comment je vais dire ça? L'endurance. Moi, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, Persévérance? là, La persévérance? ouais, Il y a un j'utiliserai pas truc ce de... mot-là parce que je pense que le sympathique, il est très, très persévérant. C'est plus le côté, c'est un petit footing, alors qui s'arrête t'as un jamais. rythme de croisière, Tu as quoi. un rythme de croisière qui est sain, des fois tu as des pics, des rushs, mais après les rushs, tu arrives à te calmer. C'est-à-dire que tu fais un gros lancement, ok, tu es dans le sympathique, mais après avoir fait ton gros lancement, bah, c'est complètement ok pour toi de prendre 4 jours off, tu te sens pas activé, tu redescends. Donc en fait, c'est le fait, alors je dirais pas un long fleuve tranquille, mais plutôt que ce soit des vagues, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, tu prends des vacances, tu arrives à... euh, un système nerveux régulé aussi, il prend ses décisions dans le ventral. C'est là la différence. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'apprends à faire depuis quelques temps et ça change absolument tout. C'est quand tu prends des décisions, c'est pas basé sur tes croyances, tes peurs, ta peur de manquer. Tu regardes ce que ça fait dans ton corps. Demain, on me propose un contrat. Ma peur de manquer, mes croyances, elles auraient foncé. Bon, c'est combien? Ok. J'exagère, mais voilà, tu vois. Là, maintenant, c'est OK. Ça me fait ressentir quoi quand cette personne, elle me propose le contrat? Est-ce que je me sens... Et donc, en fait, tu te retrouves beaucoup moins à faire des choses que tu n'avais pas envie. Parce qu'en fait, tu apprends à poser tes limites, tu prends tes décisions en ventrale, tu sais dire non. Il y a ça, tu sais dire non. Tu n'as pas envie de faire plaisir à tout le monde. Si on parle d'Instagram, ta communauté Instagram, elle te ressemble. Elle ne t'active pas parce qu'elle te ressemble. Euh, T'as pas peur de déplaire. Donc tu t'ancres encore plus dans qui je suis, qu'est-ce que j'ai à donner, quitte à pas plaire à plein de gens. Et donc en fait, c'est ce truc-là. Encore une fois, on va pas être régulé, mais par contre, les choses importantes, on vient les checker en ventral et ça change un peu la manière de prendre ses décisions, quoi. La question de conclusion, c'est la question un peu pratico-pratique, chose à faire, machin, mais je t'en pose déjà une bride ici, parce que peut-être que là, il y a quand même beaucoup de nos auditoristes qui sont en mode genre, mon Dieu, révélation, en fait, il faut que je prenne des décisions en ventrale. Ok, super. C'est-à-dire, Ouais, concrètement, quand tu dis je ouais, viens en ventral, ça veut dire j'active le système parasympathique ventral, j'imagine. Et comment on fait? Là, on ouais. respire, on médite, on va marcher dehors? Non, Non. non. Non, alors, il y a pas, franchement, il n'y a pas de solution miracle. C'est juste, en fait, bah, je te reprends l'exemple du kiné. Le kiné, il va pas utiliser les mêmes exercices sur toi que sur quelqu'un d'autre. La rééducation du système nerveux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me met en ventral moi? Bah, ne te mettra pas en ventral toi. Typiquement, quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sympathique, donc qui est très, très, très excité, qui est très dans l'activation et dans l'action.
On va pas lui demander d'aller respirer, d'aller méditer. On va pas aller lui demander d'aller faire de la cohérence cardiaque. Parce qu'en fait, non, mais lui, ce qu'il veut, c'est combattre ou fuir. Là, il a un lion devant lui. Excuse-moi, devant un lion, moi, je fais pas de la méditation, tu vois. Bon, je combats pas non plus. Je connais, mais je me barre, tu vois. Et donc, en fait, ton corps, il a besoin d'activer les muscles, il a besoin de, etc. Idem pour le dorsal. Le dorsal, souvent, quelqu'un qui est dans son canapé, qui a plus d'énergie, etc., on va lui dire, non, mais vas-y, bouge-toi, vas-y, fais quelque chose. Tu procrastines, bah fais. Non, s'il procrastine de manière chronique, c'est qu'il a un dorsal, c'est qu'il ne peut pas. C'est dangereux pour lui, il va crever s'il le fait. Donc, c'est comment je réactive le système doucement, tranquillement. Donc là, effectivement, peut-être un chouï plus les respirations, les contacts physiques, les automassages, etc. Donc, je ne peux pas te donner de solutions genre basiques pour tout le monde. Le seul truc que peut-être pour mettre un pied dedans, c'est se dire, OK, la première chose, c'est repérer ses états. Est-ce que je suis en sympathique? Est-ce que je suis en dorsale? Est-ce que je suis en ventrale? C'est le premier truc pour un thérapeute, c'est déjà observer. Parce que comment je vais en ventrale si je ne sais pas ce que c'est le ventral, tu vois? Donc, j'observe mes états. Si je vois que je suis beaucoup en sympathique ou beaucoup en dorsale, je vais aller chercher des choses qui me sortent de ça. Il y a plein, enfin, franchement, maintenant, on peut trouver un exercice somatique. Vous tapez exercice somatique pour sortir de ça, vous allez trouver. Euh, et ensuite, quand j'observe le ventral, quand je sens que je suis en ventral, qu'est-ce que je ressens quand je suis en ventral? Pour se souvenir, tu vois, se souvenir que le ventral, c'est ça. Et quand je suis en ventral, qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, typiquement, quand je suis en ventral, je sais que j'ai mes petites astuces, j'ai mes gestes ressources, j'ai mes choses comme ça, quoi. Donc, en vrai, je suis désolée pour tous ceux qui vont entendre ça, mais j'ai pas de solution à donner. Juste, faut vraiment l'imaginer en j'observe et je réponds à la demande. J'ai besoin de combattre ou fuir, bah combat ou fuis. T'as besoin de figer, bah fige. Et puis ramène un peu de contact, fais des automassages avec tes mains, vois si tu peux masser un peu ta nuque, vois si tu peux reprendre contact avec toutes les sphères là, de ton système nerveux pour le réactiver, lui dire regarde, je suis là, je suis en sécurité, etc. quoi. Donc ouais, j'ai pas de solution à te donner. C'est beaucoup plus complexe que juste respire, tu vois. Euh, ouais. Ok, eh bien je te propose qu'on arrive sur la partie systémique, sociale de cette affaire, puisque tu as commencé, tu as effleuré à un moment en disant c'est difficile de pas être activé quand on est dans cette Mm. situation. Donc c'est le moment où effectivement, bah, remettons tout ça maintenant dans nos différents systèmes. Et la première question que je m'étais notée, c'est qu'on a souvent l'impression que quand on est stressé, anxieux, anxieuse, un peu sous pression, la petite boule de nerfs, bah c'est notre faute. Et justement, tu médites pas assez, tu marches pas assez, tu respires pas assez, enfin toujours trop pas assez, tout ça. Bon, évidemment, je vois très bien en quoi la société, comme on dit, même si j'aime pas trop dire ça parce que la société ça désigne pas grand chose, je veux dire, le mode de Oui, production, mais bon, on se comprend, pousse ouais. à la dérégulation. Comment toi tu vois cet impact systémique? Bah, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que notre système réagit à tout ce qui l'entoure. Donc, tu peux pas aujourd'hui vivre dans ta petite bulle de régulation. D'ailleurs, tu pourrais pas parce que l'humain a besoin de contact avec les autres humains. Donc, l'humain t'abîme, mais l'humain te répare. Donc, on est dans un truc un peu, voilà. Et donc, en fait, tu peux pas vivre dans cette petite bulle. Et on est dans une société, j'aime pas trop ce mot-là non plus, mais de suractivation constante. On en parle pour les entrepreneurs, mais tu as plein de choses. On parle de l'entrepreneuriat. En fait, c'est constant. Il faut être tout le temps productif, il faut être tout le temps visible, il faut être tout le temps connecté, il faut des stratégies constantes. Les stratégies, en plus, elles changent tous les 4 matins. Donc, tu as l'impression d'avoir capté une stratégie, puis en fait, il y en a une autre qui sort, et puis en plus, il y a un autre coach qui te sort un autre truc, et puis après, ah, ça ne s'arrête pas. Donc, quand tu es entrepreneur et que tu veux faire grandir ton entreprise ou en tout cas la faire vivre ou peu m'importe, en fait, tu as une sorte de suractivation constante de ton système qui vient toujours à nouveau faire réagir ton système nerveux
où on vient te cibler le tu n'es pas assez, c'est pas assez ce que tu fais, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ça vient engendrer tes mécanismes de défense. Mais si on va encore plus loin, il y a ça, il y a la sphère alors, gouvernementale, appelle ça comme tu veux, mais typiquement pour les entrepreneurs, comment aujourd'hui être régulé, comment aujourd'hui trouver de la sécurité quand tu n'as pas la base, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, la sécurité financière que le gouvernement enfonce complètement les entrepreneurs. Je veux dire, l'argent, c'est une des bases de notre sécurité. On aura beau dire, le système fonctionne avec de l'argent, et l'entrepreneur, je pense que tu le vois bien, mais c'est une des questions qui revient approximativement chez tous les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est dans un monde très insécuritaire à ce niveau-là. Donc, tu ne peux pas te réguler à 100% quand tu es à ton compte, pour moi, quand tu te prends des mesures gouvernementales, couche sur couche, depuis toujours, et qui viennent t'enfoncer. Donc, tu vois, c'est encore une fois, l'idée de réguler son système nerveux, c'est pas de trouver de la sécurité là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité à cet endroit-là. Donc, c'est comment je gère ça, tu vois? Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais tu as ça, enfin, t'as tout, le monde autour est dérégulé. Le climat, c'est dérégulé, tu vois? Toute la sphère du réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire que ta propre vie est potentiellement en danger. Et on te le rappelle approximativement tous les jours. Donc, c'est illusoire de se dire, je vais me réguler, je vais aller libérer mes traumas, euh, et puis c'est génial, je vais aller trop bien et je vais avoir un business de malade. Non, tu vois, c'est OK. Moi, je reste convaincue qu'effectivement, une société plus régulée permettrait d'avoir des décisions plus intelligentes, plus collectives, plus... Bref, tout ce que tu veux ce serait illusoire. Écoute, si les gens du gouvernement veulent venir en thérapie avec moi, je les prends gratos. Mon Dieu, c'est moi qui serais dérégulée. Mais ouais, tu vois, c'est encore une fois, on vit dans un monde qui est totalement dérégulé avec des inégalités constantes qui créent du coup de l'injustice. Cette injustice, je ne vais pas aller chercher à trouver de la sécurité en moi, dans mon système, face à des injustices, face à des clivages, face à... Tu vois, donc, je sais même plus c'est quoi ta question, tellement, tu vois, c'est une question qui... c'est pas être stressé, anxieux quand on est solopreneur. Ben, ce serait bizarre de pas l'être, tu vois. Encore une fois, c'est pas de notre faute, on est dans un monde qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est hyper insécuritaire d'être à ce statut-là. C'est hyper insécuritaire d'être humain de toute manière en ce moment, mais globalement, on a un statut insécuritaire. Encore plus, toi, tu as beaucoup de pros de l'accompagnement, etc. C'est ce qui c'est très, comment on dit, visé. Enfin, c'est très, tu vois, enfin, moi je suis naturopathe, laisse tomber le nombre de fois où j'ai chopé t'es une charlatan, t'es machin, tes trucs. Donc, tu ne peux pas trouver de sécurité dans tout ça, quoi. Enfin, tu ne peux pas. On s'entend, quoi. Je vais commencer avec une petite provocation, mais qui en est sur une vraie question. Ma petite provocation, c'est que, je sais pas, auditorie, ce que vous avez compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Jen, elle a dit mot pour mot, texto, la seule solution, c'est le communisme. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. Moi, elle l'a dit. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Moi, j'ai compris ça. Jen, elle a dit, tu peux pas être régulé, tu peux pas être sécure dans un monde où on te demande de la productivité tout le temps, de l'efficacité qui est tenue par l'argent, des injustices, des inégalités, aka le capitalisme. Jen vient de dire le communisme est la solution à tout. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est pas moi qui l'ai dit, camarade, c'est pas moi. Hein. Non, mais sérieux, du coup, au-delà de la blague, premier degré, euh, ce que j'entends, c'est que tu nous as parlé effectivement de productivité. Il faut être productif tout le temps, blablabla, faut être efficace, faut être compétitif, machin, blablabla. Choses que tu n'as pas dit mais qui vont avec, hein, faut être flexible, faut s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles modes sur Instagram, le dernier coach, machin. L'argent, bien entendu, qui effectivement se retrouve être un indispensable, hein, bien entendu, de notre sécurité matérielle et donc aussi psycho-affective. Les injustices,
les inégalités, bon, dans mon monde à moi, bah, on appelle ça le mode de production capitaliste. Donc du coup, j'arrive à une question vraiment premier degré, qui est quel changement sociaux il faudrait pour avoir plus de régulation. Et bah, ouf. Ouais, tu vois, je vais te partager parce qu'on en parle. Alors pour te dire, moi j'ai été formée en Australie, donc on n'a pas du tout les mêmes questions gouvernementales, etc. hein. C'est un peu le pays des bisounours. Mais globalement, avec mes formateurs, on en parle énormément, malgré tout, de ces questions-là. Parce que, parce qu'encore une fois, pourquoi le monde part en cacahuète comme ça et pourquoi c'est drivé comme ça? Donc, dans la théorie polyvagale et dans tout ça, il y a vraiment cette notion que, en fait, les personnes viennent rejouer constamment leur trauma tant qu'ils ne viennent pas réguler et décharger l'énergie traumatique, quoi. Et donc, en fait, on se retrouve avec des accumulations, tu vois. Petit à petit, là, on cumule, 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 et on se retrouve à ce niveau-là de société où, en fait, bah, à part se taper dessus, tu vois, pas d'autre solution, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, on est tous bloqués dans notre petite bulle traumatique où on est complètement dérégulé. Et franchement, je sais pas toi, hein, peut-être c'est toi qui peux répondre à cette question. Parce que moi, de mon point de vue, je me dis juste que je fais ma part, c'est-à-dire que pour moi, un monde plus régulé permettra d'avoir des décisions plus intelligentes et plus collectives qui ne répondra pas à des traumas individuels ou des traumas collectifs. Parce que là, on se trimballe énormément de traumas collectifs, culturels, comme des poupées russes, là, qui se cumulent et qui, du coup, on n'a plus aucune notion de... Tu, je trouve pas mon mot. C'est le soir, hein, moi, je suis couchée là normalement dans une heure. Je suis une couche-tôt en plus. C'est l'heure de la tisane là, hein. C'est C'est l'heure de faut y la aller là. tisane. Faut y aller, mamie. Ouais, je suis persuadée que, encore une fois, tout comme toi, si tu es plus régulé, tu prends des décisions plus claires et pas en réponse à des traumas qui soient les tiens ou pas les tiens d'ailleurs, hein, parce qu'on on réagit beaucoup aux traumas collectifs et hérités, quoi, transgénérationnels, etc. Ben, si tout le monde bah, en fait, si tout le monde allait chez le psy, non, pas, en tout cas chez le bon psy, la société irait mieux. Non, je sais pas si toi, tu as un avis, enfin si, je sais que tu as un avis sur cette question, donc je serais intéressée. Mais moi, je suis un peu démunie, enfin, j'ai pas de réponse, franchement, je me sens un peu démunie à me dire, bah, je vais faire ma part et faire en sorte que les gens soient le moins impactés possible. Et pour moi, ce sera l'effet boule de neige, quoi. Bah justement, moi j'allais teaser en disant ma réponse complète. Je vais donner une brief de réponse. Ma réponse complète dans le podcast retour, puisque du coup on a l'idée qu'après un peu plus tard, à un autre moment, c'est moi qui ai essayé chez Jen, et donc je pense que j'aurai peut-être plus le temps Ouais. de développer cette partie-là. Euh, Bah, moi, ma réponse, c'est que, alors autant je vois très bien dans un sens, si tu veux, euh, ça va pas être très marxiste ce que je vais dire. Je vais me contrarier toute seule. Disons, mon a priori structuraliste voit très bien comment les structures, effectivement, vont engendrer ce genre de symptômes et de manifestations sur les individus. Je suis toujours plus vigilante dans nos milieux de santé, psycho, accompagnement individuel au sens large, du truc retour, c'est-à-dire les individus sont comme ça et donc du coup ils créent les structures. Ce qui est pas totalement faux d'un point de vue marxiste, mais là je suis toujours vigilante pour celles ceux qui nous écoutent au côté dépolitisant, tu vois, en fait si on avait des individus qui ont plus de trauma, alors on n'aurait plus d'inégalité. Bah non, en fait ton mode de production de toute façon, le capitalisme crée des inégalités, n'en déplaise aux capitalistes mentaux qui nous écoutent. Vous pouvez tordre le truc dans tous les sens, ce système porte des contradictions inhérentes en son sein qui créent des inégalités parmi tant d'autres trucs super bien, créer le capitalisme. Donc
voilà, moi c'est cet avis-là. En même temps, je me dis, il y a quand même quelque chose à entendre, justement pour l'entendre en marxiste avec une vision dialectique, c'est-à-dire justement des structures qui créent ces traumas et que du coup les individus se repositionnent par rapport à ces traumas et qui du coup répondent aux structures qui se repositionnent, etc. Tu vois. Donc je pense Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Je suis toujours méfiante sur ouais. l'axe de dépolitisation possible parce que effectivement, bah moi quand je t'entends parler de, je regarde mes notes, hein, mais de productivité, j'allais dire de production la déformation, de productivité, d'efficacité, d'argent, d'injustice, d'inégalité. Et je suis ouais, qu'est s'appelle Loriot, le capitalisme. Hein. Donc moi Ouais, j'ai une solution, camarade, je vous l'ai déjà ouais. dit, qu'on en finisse avec ce système qui n'en finit pas de ne pas finir. Mais tu vois, typiquement, enfin, je m'égare, mais les personnes qui veulent toujours plus d'argent, tu vois, ça, c'est pas elles qui veulent toujours plus d'argent, c'est leur mécanisme profond qui fait que ils ont de la valeur ou ils existent sur Terre ou que sais-je, qu'est-ce que ça réagit de leur enfance et de leur héritage culturel de se dire que ils ont besoin d'argent par-dessus tout, c'est-à-dire par-dessus l'humain, par-dessus l'égalité, par-dessus tout ça. C'est qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas d'argent, ils crèvent. Leur système pense que s'ils n'ont pas d'argent, ils crèvent. Et donc, en fait, c'est tous ces mécanismes-là individuels de à quoi je réponds à l'intérieur de moi qui fait qu'aujourd'hui, bah, effectivement, et que, bon, en chapeau, il y a quand même l'argent qui est le truc, tu vois, un peu dérégulateur, quoi, tu vois. Enfin, aujourd'hui, c'est le truc, quoi. Donc ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme si, comme dire, on résoudrait le réchauffement climatique avec chaque action individuelle. Bah non, en fait, tu vois. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Je sais pas dans quel ordre positionner la chose, quoi. Bah, après, moi, mon épistémologie, justement, de la dialectique, c'est-à-dire justement les deux se répondent. Moi, j'ai été très longtemps Mm. trop structuraliste à mon goût actuel. Justement à voir de manière un peu descendante les structures, ce qu'elles créent, et donc avec le côté aussi bah, qui peut être complètement démobilisant de se sentir un peu justement écrasé par le poids des structures, etc. Même si dans beaucoup de situations les structures t'écrasent, et là tu en as donné plein d'exemples, hein. C'est que de toute façon tu peux te dire que tu vas te réguler tout seul dans ton coin en faisant ta bulle, machin, mais tu es écrasé par le poids de la structure de toute façon. Tu es dans un mode de production capitaliste et tu seras bien obligé de faire avec les règles du jeu dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, même si tu essaies de t'extirper, de te passer dans le lumpenprolétariat, comme dirait Marx, même si tu essaies de faire ça, de toute façon, ça reste une réponse au mode de production de toute façon. Mais moi, là où je vois un lien en dehors de la dialectique entre euh, ton travail et le mien, euh, bah, il me semble que l'endroit, enfin, la manière de le réconcilier, c'est Marx. Ça faisait longtemps. Je provoque un vraiment, mais dans la base de l'épistémologie, de dire la conscience, elle vient de notre position sociale, et que du coup, souvent quand on répète ça de Marx, on entend la conscience au sens plutôt psycho, puriste de la chose. Sauf que cette conscience, elle n'est pas que psycho, elle est aussi physiologique. Et donc, il me semble que c'est là, tu vois, on pourrait peut-être le traduire pour les besoins de l'épisode du jour, de ton système nerveux, il dépend de ta position sociale. Je me permets une translation qui va faire rugir les marxistes, hein, calmez-vous, ne vous emballez pas, c'est pour la pédagogie. Dans ce truc de si les riches veulent toujours plus d'argent, bah Jen, elle voit le côté traumatique, système nerveux, régulation. Moi, là où je peux grincer des dents dans le côté dépolitisant, c'est parce que je suis en mode, bah non, c'est que tu as un mode de production qui fonctionne sur l'accumulation du capital, et donc nécessairement, quand tu es dans le schéma mental de la bourgeoisie qui peut accumuler, tu accumules. Parce que mon épistémologie va me faire dire, tu, tu vas faire ce que tu peux faire. Vous voyez, le truc que je répète souvent, c'est pas quand tu veux, quand on veut, on peut, hein, voilà. Le truc de Chantal Jacquet de non, quand on peut, on veut. Eh ben, quand on est dans la possibilité d'user d'un pouvoir, hein, comme celui d'accumuler du capital par exemple,
eh bien, on a envie de le faire. Et je pense que du coup, l'endroit où on peut réconcilier, entre guillemets, ces trucs qui d'apparat paraissent contradictoires, c'est le fait de dire, bah non, effectivement, c'est qu'à la position sociale où ils sont, ils vont, et où nous sommes d'ailleurs, eh ben, tu développes une conscience à partir de là, et donc j'imagine, là c'est ta part à toi, que Ouais. ce système nerveux, il en dépend aussi, parce que forcément, tu ne vis pas la même chose selon ta position sociale, quoi. Ouais. Ouais, ben complètement. Et puis, encore une fois, de toute façon, c'est chaud. Il y a la position sociale et il y a ce qui en découle, c'est-à-dire ton système familial. Ça veut dire que ton système familial était dans cette position sociale, que les traumas de ta famille sont de ce type d'agape. Tu vois, en fait, c'est même sans parler de position sociale, c'est vraiment toute ta structure. Enfin, ouais, c'est ce qu'on voit aussi, hein. C'est à quel point ça se répercute de famille, enfin de génération en génération en génération, les traumas. Donc en fait, ta position sociale, tu l'as pas eu juste sur cette génération. En général, ça fait pas mal de générations que tu es là. Donc je pense qu'effectivement, tout s'imbrique, en fait. Tu te retrouves dans des schémas traumatiques, dans ta position sociale. Euh, et que tout ça est pareil. Tu vois, si on revient sur le principe de neuroception, en fonction de ta position sociale, tu vas pas voir le danger pareil hein, dans ton quotidien. Hein. Encore une fois, quand tu manques d'argent, quand au boulot, tu as plein de managers toxiques, quand tu vois, tout ça, en fonction de ta position sociale, tu vas pas du tout voir le danger pareil, donc ton système va pas du tout réagir pareil, etc. Du coup, ça ce sera encore plus difficile de remettre de l'équilibre en plus. Donc, parce qu'encore une fois, là où je vois aussi le truc, c'est que tu peux pas tu sais, tu vas avoir le réflexe de tourner en boucle sur tes traumas. C'est pas pour rien qu'on répète les schémas, hein. C'est juste qu'en fait, on est dans une boucle comme ça qui peut durer toute la vie si on s'y intéresse pas. Et puis en fait, bah, tu restes dans ta position sociale parce qu'en fait, tu tournes en boucle dans ton schéma, tu vois. Et t'as beau essayer d'en sortir, hein, tu vois, il y a des positions sociales où on a envie de sortir de cette position, mais on peut pas parce qu'en fait, on est embrigadé dans les schémas familiaux, générationnels, traumatiques, etc., etc., quoi. Oui, et puis, parce que de toute façon, tu n'as pas de Et mobilité. que de toute manière, oui, on est bien d'accord. Tu n'as pas Voilà. la possibilité d'en sortir. De toute façon, voilà, tu n'as pas de mobilité Oui. sociale, ou très très peu en tout cas. Et avant qu'il y en ait qu'un commentaire qui vienne me dire, quand même, il y a des transfuges de classe, hein. Oui, il y a des transfuges de classe. C'est bien, vous en connaissez deux parce que c'est des exceptions statistiques. Donc effectivement, bah vous n'en connaissez pas beaucoup parce qu'il y en a pas beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'était le truc de, ça m'a fait penser, tu vois, dans la question féministe, quand on dit euh, et tu peux avoir les meilleurs alliés, entre guillemets, on s'entend, parce que les alliés, c'est la géométrie variable, mais bref. Les meilleurs alliés du monde, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le vécu phénoménologique. Hein. Souvent, on dit ça pour dire qu'ils n'ont pas le vécu du corps, ils n'ont pas le vécu de l'expérience, ce que c'est d'être une femme, par exemple, dans l'espace public, puisque tu parlais du danger, et donc justement d'être constamment en alerte du danger. Le mec qui est en face, il a l'air louche, à quelle heure je sors, à quelle heure je rentre, qui est-ce que je peux appeler, est-ce que je garde mes clés, au cas où, est-ce que je mets des écouteurs pour faire genre que je suis occupée, mais qu'en fait je mets pas du son dans les écouteurs pour pouvoir entendre marcher le long des vitrines, pour avoir les reflets, blablabla, bref. Et donc du coup, Mm. ça, j'imagine, pour le coup, c'est vraiment ce que tu es en train d'expliquer, c'est que du coup, ta position sociale dans ta classe sociale femme, elle implique de développer la lecture du danger chez les hommes, enfin des hommes Ouais. plutôt. Mm, mm. Et donc du coup, ton système nerveux, il apprend en boucle Ouais. à en avoir peur. Après, à juste titre, hein, déjà. Après, à juste titre, et puis après, ça dépend de ton vécu aussi, hein, Bien sûr, bien sûr. du coup, en fonction, mais oui, et en fait, là, tu donnes un exemple qui est hyper caractéristique, mais en fait, pour tout, ça fonctionne comme ça. Pour absolument tout. Donc, et oui, et c'est un très très bon exemple, hein, redévelopper de la sécurité. Moi, je le travaille énormément, ça d'ailleurs, c'est un très bon. Mais redévelopper de la sécurité dans la rue en tant que femme, bah, excuse-moi, mais non, tu ne seras jamais régulée là-dessus. Parce que l'environnement est menaçant. Point. Il n'y a pas de pas tous, blabla, peu m'importe. M'en fous, pas tous, tu vois. Not all Euh, men, ok, hein. Voilà. Tu vois, donc en fait, on en revient toujours à la même chose où effectivement, en tant que femme, ça, c'est un point qui est menaçant et qui restera toujours menaçant. Point. Alors j'espère que non, peut-être que c'est un jour, ce sera plus menaçant, mais Inch'Allah, hein. ouais, Inch'Allah. Donc, donc ouais, c'est qu'on répercute tout le temps les choses.
Mm. Tu sais, ça me fait penser à ce truc sur Instagram, ça a fait une trend à un moment, genre, tu sais, où les mecs, ils étaient en mode, vous voulez une vie sans mec, en même temps, si on n'était pas là, qui serait là pour vous protéger? Et tu sais que là, c'était en mode, genre, mais nous protéger de qui, frère? C'est exactement ça. Tu sais, j'en parlais cet C'est... été avec, avec Ouais. mon mec et son témoin de mariage qui était là à la maison, tu vois. Et j'en disais, genre, vous vous rendez pas compte, hein. Et encore, qu'on se comprenne bien, pour celles et ceux qui nous écoutent, je suis en train de parler à deux gauchistes marxistes, hein. Donc en plus, je suis en train de m'adresser à ceux qui, bon, a priori, ils en entendent parler, ils ont quand même connecté de neurones, tu vois. Mais malgré tout, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. T'as pas le vécu phénoménologique, tu l'as pas, la trouille au bide, Non, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout non. d'un moment, on va discuter de ça pendant 2 heures, et puis après, tout le monde va partir dans la rue, et eux, ils auront pas la trouille, toi t'auras la trouille, machin, tu Ouais. connais la chanson. T'as pas le vécu du système nerveux qui, justement, qui s'active, qui s'angoisse, t'as mal au ventre, t'as chaud, tu transpires, tu sursautes à chaque fois qu'il se passe un truc et tout, tu vois. Et j'en disais, genre vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais mon rêve, une journée dans l'espace public où il n'y a pas d'hommes. Ce serait incroyable. La paix intersidérale. Ouais. Comment d'un coup tu réfléchis plus à comment tu t'habilles, tu réfléchis pas où tu vas, à quelle heure tu y vas, à quelle heure tu rentres, avec Ouais. qui, comment. Est-ce que tu as des solutions pour avoir des hommes qui te rapatrient, mais sont-ils peut-être pas plus dangereux que ceux de la rue? On ne sait pas. Évaluation. Et t'as intérêt de pas te louper sur l'évaluation, Macaille, parce que si tu l'as fait mal, ça sera ta faute en plus, hein. Tu avais qu'à Non, mais mieux clairement. évaluer. Écoute, moi j'ai pris une solution, je suis partie vivre en Australie pour l'instant. Y a Parce pas que d'hommes en Australie? franchement, alors si, il y a des hommes, mais c'est là où moi c'est un sujet qui m'énerve énormément, hein, c'est oui, non mais les hommes, blablabla. Non, parce que pourquoi dans d'autres pays, les hommes sont respectueux? Pourquoi dans d'autres pays, on peut s'habiller comme on veut? Non, mais moi, je passe ma vie, ben, j'habite dans un pays chaud et je fais beaucoup de sport en shirt de sport hyper moulant et brassière. Et basta, personne ne me dévisage, personne ne me siffle, personne ne me klaxonne, personne ne me regarde mal. Les gens sont juste, tu vois, il y a ce truc et c'est culturel. J'ai vécu, enfin, il y a d'autres pays aussi où t'as pas ces regards-là, t'as pas ces réflexions-là. Et je développe une sécurité dans la rue que je n'ai jamais connue ici. Et qu'on me dise, oui, non mais les hommes, et puis c'est gentil, et puis tu vois, enfin, tu vois, toutes ces vieilles excuses-là. Non, pourquoi dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Donc, il y a un moment donné, c'est culturel, déconditionne-toi, rééduque-toi, tu vois, fais en sorte de remettre du respect et de la sécurité là-dedans. On alerte, on alerte, on alerte, il y a un moment donné, c'est bon, quoi, tu vois. Enfin, moi, je... Donc, écoute, tu vois ce que tu décrivais là, je le vis en ce moment en Australie et c'est agréable, en fait. C'est vraiment agréable. S'il n'y a pas d'autre mot. Bah, encore une fois, c'est un énième truc qui illustre le fait que selon ta position, quand on dit position sociale chez Marx, ça, c'est entendez-le de manière large, hein. Quand Marx il dit position sociale, il dit pas ton revenu, hein, voilà. Il dit est-ce que tu es homme, est-ce que tu es femme, est-ce que tu es racisé, est-ce que tu l'es pas, est-ce que tu es valide, est-ce que tu l'es pas, est-ce que voilà, tout ça. Et notamment, moi, un espace de paix dans l'espace public, c'est le fait d'être revenu à la campagne, tu vois, par exemple. Genre moi, quand je suis dans mon village, ça fait 5 ans que je suis là, je ne me suis jamais posé la question de à quelle heure j'y vais, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me ramener, mais je me pose pas ces questions miraculeusement, enfin je ne les pose plus ces questions, pas miraculeusement parce que je suis à la campagne, c'est juste que je suis pas emmerdée dans ces Ouais. endroits-là, et je suis pas emmerdée parce que les mecs d'ici ils sont formidables. Spoiler, non. Je parle mal parce qu'il y a un autre contexte social. C'est-à-dire que ce sont des petits villages où tout le monde se connaît. Donc le coût de se comporter comme une merde, il est beaucoup plus élevé parce que t'as pas d'anonymat, parce que tout le monde connaît les familles de tout le monde. Donc attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence et tout loin de là. Hein. Ouh là là, qu'on se méprenne pas. Mais je veux dire le côté harcèlement de rue, il y a un coût plus important. Il me semble que c'est ça l'explication, hein, qui fait qu'ils le font pas. C'est pas que dans ce village-là, ils ont été éduqués différemment que dans le reste du territoire national, quoi, vous voyez. Donc, encore une fois, ce Ah, truc de ta position sociale change ton comportement, tu vois. ouais. Non, mais carrément, je suis d'accord. Moi, ça fait un moment que j'habite dans des petites villes et c'est pas pour rien. C'est parce que dans les petites villes, je suis d'accord avec toi, il y a ce truc de tu peux pas trop te louper, hein, parce que sinon, on se sait, quoi. Et tu vois, tu pointes du doigt quand même un petit truc où tu me disais comment, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être un peu plus dans le ventral, un peu plus régulé. Bah, en fait, un des trucs
un chapeau global, c'est ton environnement. Tu vois, comment être plus en ventral, c'est est-ce que chez moi ou dans mon environnement proche, j'ai des activateurs quotidiens chroniques, etc. Moi, quand j'habitais en grande ville, je passais le pas de ma porte, j'étais activée. Quand j'habitais à Lyon, j'étais suractivée. Moi, le meilleur moment de ma vie, c'était le confinement. Donc, c'est pour dire. Donc, encore une fois, c'est. Mais pareil, hein, il y en a, ça va être de passer le pas de la porte et de rentrer chez elle ou de rentrer chez lui parce que c'est à l'intérieur de la maison, hein, l'activateur. Donc, j'entends l'environnement au sens très, très large. Mais en fait, il y a un moment donné, tu veux cultiver ça. Bah, toi, tu sais très bien que tu vas continuer à être activé, etc. Mais tu as fait le choix de vivre à un endroit qui te régule de base. Tout comme moi, je fais des choix aussi. Mon environnement aujourd'hui, c'est ma priorité. Dans mon business, dans ma manière de vivre ma vie, c'est où je me sens bien. Et où je me sens bien, c'est là où je vais retrouver le max de sécurité. Et en ayant de la sécurité, je vais pouvoir, je ne sais plus en français, run mon business. Je vais pouvoir, je ne sais absolument Ouais, plus le mot. faire avancer. Voilà, faire avancer mon business parce que je suis en sécurité et que je suis pas en train de survivre à fait de passer le pas de ma porte pour aller me promener, en fait, tu vois. Donc, tu Je pointes du doigt comprends. un truc hyper important. Comment tu veux te réguler? Regarde autour de toi combien tu as d'activateurs et est-ce que tu peux pas changer ça, quoi. Dernière question qui me vient, parce que je vois le chrono à un moment donné, on va rendre l'antenne quand même. Tu vois, là, mon réflexe c'était de te dire, genre, je comprends phénoménologiquement. Tu vois, et pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, tu vois sur ma tête que vraiment il y a le côté empathique au sens littéral de je vois exactement de quoi tu parles. Phénoménologiquement, donc je suis en train de traduire le fait que dans le corps, je vois très très bien cette sensation de sortir quand je vivais à Lyon, d'être activé tout le temps partout, les poubelles, les klaxons, l'odeur, le bruit, machin. Ça, du coup, c'est quoi en traduction système nerveux? C'est que je me rappelle de l'activation du sympathique, c'est ça? Ouais, exactement. Et du coup, là, tu vois, typiquement, ça réveille pas un trauma, mais par contre, tu vois à quel point ton corps se souvient. Je te raconte un truc et ton corps revit exactement la même chose que ce que tu vivais quand tu habitais à Lyon. Donc, imagine sur un événement traumatique. C'est-à-dire que effectivement, bah, il y a des choses qui vont venir. Et en fait, c'est comme ça qu'on va aller le travailler. C'est, oula, je suis en train de te parler d'un truc, je vois que ça active, on va aller creuser, ça va activer ta vie à Lyon. Et puis en fait, en allant activer encore enfin en allant creuser un petit peu plus, retrouver de la sécurité, on va peut-être se rendre compte qu'en fait, ça date d'il y a 10 ans, tu as eu la même réaction. Et puis en fait, encore 10 ans avant, tu as eu la même réaction et on va revenir à la source de, ah tiens, la première fois que tu as eu cette réaction et que c'est resté bloqué, bah, il s'est passé ça. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ta réaction de lion est un trauma en 100 ans, mais tu vois, le corps, ça montre à quel point le corps se souvient. Et là, ce sont les gens qui nous entendent, ils peuvent se le dire. Observez en fait. Observez votre corps et vos réactions quand il se passe quelque chose. Votre corps, c'est une mine. Il va se fermer, il va se braquer. On va se réveiller avec une tension, on va se réveiller avec une douleur, on va se réveiller avec ta voix, elle va s'accélérer, ta voix, elle va se ralentir, ton cœur va s'accélérer, ta transpiration. En fait, tout ça, c'est des indicateurs de OK, je suis en train de passer dans un autre état. Et c'est pas grave, encore une fois. Mais, ok, là, tu vois, quand je t'ai parlé de Lyon, bah, t'es passé potentiellement un peu en sympathique, tu vois, en mode, oh, ah, je me défends. Il faut absolument que j'arrête de t'en parler parce que j'ai deux questions. Donc à chaque fois, Heureusement que ça devait s'arrêter. ouais, c'est clair. Non, allez, non, sérieux. Je pose mes deux questions puis je m'arrête parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Puis en plus, comme on est dans des domaines connexes, forcément, ça fait des liens de tous les côtés. Euh, Première question. Je vais faire dans ce sens-là. Est-ce que du coup, question, je vais te foutre dans un bourbier, hein, je te préviens, c'est une question politique. Puisque du coup, on a parlé de... Elle a plus de réseau, ça y est, elle est partie. Est-ce que, puisque du coup là, on a bien compris que cette question de l'empathie phénoménologique, elle vient du fait que, ah tiens, je reconnais ton expérience parce que je l'ai vécu, j'en ai vécu une similaire. Ok. Euh, Moi, j'ai une expérience de vécu de femmes cisgenres dans l'espace public. Donc quand j'entends des nanas parler de leur peur dans l'espace public, je réagis dans tous les sens du terme. Mon corps aussi réagit parce que je suis en mode, oh là là, ma sœur,
Je comprends. Ok. Quand je pense à certaines de mes amies qui vivent des expériences de racisme, je ne vais pas réagir avec la même ampleur, puisque moi, j'ai la chance de ne pas les vivre, mais je peux me projeter parce que j'ai un vécu quand même d'une discrimination, en l'occurrence sexiste, et donc je peux quand même représenter ce que ça doit faire. Donc, la question à 10 000 balles. Le fameux homme blanc, cis, hétéro, bourgeois, valide, est-il en capacité quelconque d'être empathique avec qui que ce soit, puisque monsieur vit au-dessus des structures? Ouais. Euh, hmm, En fait, ma question, là, je la tourne de manière provoque, ma question derrière, c'est le lien ouais. avec l'empathie, en fait, hein. Si. Alors, en fait, mon côté optimiste va Le très... Oui, Sagittaire, le retour. ouais. Oui, et en plus de ça, alors moi j'ai une vision des hommes très assez très négative, hein, on va pas se le cacher, et qui a énormément changé dans la dernière année parce que mon thérapeute somatique est un homme et que ma Aïe, formation que j'ai ah, traître. faite, yeah, et ma formation que j'ai faite en Australie, il y a 50% des élèves qui sont des hommes et mes formateurs sont majoritairement des hommes. Donc, j'observe, pour la première fois, je pense, de ma vie, que des hommes font le taf. Et c'est des hommes, c'est des Australiens, donc c'est des hommes blancs. Genre, bon, ils ont tout, hein. Ils ont vraiment, c'est le stéréotype, hein, quoi, Une Ryan et place de Matt. dominant, quoi. Ouais, ils sont très dominants, voilà, ils ont aussi des postures parfois dominantes, etc. Euh, et en fait, ils ont fait le taf. Ils ont traversé leur trauma, ils ont traversé des choses et ils me redonnent confiance en justement ces hommes. Et c'est pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je reliais à l'Australie, pourquoi ils n'ont pas le même respect, etc. C'est que ça développe ma conscience de me dire, en fait, si tu t'y mets, bah, tu as les mêmes capacités. C'est juste qu'on part pas des mêmes bases. Et que, bah, on le sait, c'est tout à notre intérêt, nous les femmes, de développer des compétences, de changer, de... En fait, on le vit mal, notre position. Enfin, en fait, on se fait matraquer de tous les côtés. Donc, effectivement, on a développé plein de compétences, plein de qualités, dont l'empathie pour s'en sortir en fait. Et ce que les hommes, blancs, cis, etc., n'ont pas eu à développer et n'ont pas encore aujourd'hui à développer. Donc ça veut dire que c'est un choix conscient, un choix rationnel de leur part, alors que nous, c'était pas un choix. C'est fais-le ou sois vraiment très mal dans ta vie. Donc c'est pas vraiment un choix, alors que eux, ben, les hommes qui décident de faire le taf, je trouve que c'est des putains de courageux, je tiens à le dire s'il y a des hommes qui écoutent ça, parce que ils ont un choix à faire qu'ils ne sont pas obligés de faire, contrairement à nous. Et c'est là la différence. Par contre, pour observer des thérapeutes incroyables avec qui je bosse en ce moment, mes formateurs qui sont juste une empathie, une compassion, développer des compétences hyper humaines, etc., me font dire que il faut juste plus d'hommes qui fassent le choix, de se dire, ouais, en fait, j'ai envie de connecter plus avec les femmes. Les hommes qui veulent garder ce schéma-là, bah, qu'ils le gardent, mais en fait, les femmes sont en train de s'en détacher, vont finir seuls, malheureux et aigris, et ben, qu'il le reste. Les femmes, en fait, aujourd'hui, elles veulent des hommes déconstruits, elles veulent des hommes qui fassent le taf, et en fait, plus on va fermer la porte à ces vieux mecs-là, à ces hommes, plus ils vont devoir faire le choix de changer. Et en fait, c'est juste, juste, je mets des gros guillemets à juste, mais pour moi, c'est là la différence. C'est ceux qui vont choisir. Alors que nous, les femmes, on n'a pas choisi. Donc, c'est plus long pour eux. Mais c'est mon avis perso. Là, c'est ma vérité à moi qui m'appartient qu'à moi, quoi. C'est très intéressant, mais j'ai pris un engagement qui était de ne pas rebondir sur la question féministe. Mais j'ai l'occasion d'en parler très souvent au café React. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, vous fouillez sur la chaîne YouTube où on vous mettra ça dans la description. Et il faudrait d'ailleurs que, en t'écoutant, je me suis dit, il faut que je fasse une capsule sur cette histoire All Men pour que les choses
soit clair justement de la confusion entre l'individu homme avec lequel tu partages ta vie, ton entreprise, que sais-je, et la classe sociale homme. Bref, j'arrête. J'arrête. Dernière question, et comme ça, elle est un peu pratico-pratique, et comme ça nous permettra de terminer là-dessus. Euh, J'avais une collègue sophrologue lors de mon premier professorat de yoga qui m'avait donné cette petite astuce que j'ai souvent redonnée, à savoir Charlotte Perramon, comme ça je donne son nom si jamais il y en a qui veulent aller voir ce qu'elle fait, et donc qui avait dit genre quand tu as une décision, tu tournes un petit peu en rond et tout, tu as du mal à trancher, tu reviens au corps, option 1, option 2, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui referme, qu'est-ce qui ouvre, qu'est-ce qui restreint, qu'est-ce qui expand. Est-ce que ça te paraît être un bon outil pratico-pratique pour choisir en ventral, comme tu dis, dans ton langage de sorcière, pour nous les Oui, moldus? ouais, oui, ça dépend de la capacité de la personne à trouver sa sécurité quand même. Si la personne, elle est incapable de trouver sa sécurité, alors c'est pas elle qui est capable ou pas capable, hein, c'est ton système en fait qui, ben, des fois, c'est pas OK. Je trouve que ça a ses limites. Et ben, c'est mon avis, c'est le risque, c'est qu'elle prenne une décision rationnelle dans la tête. Et que, parce qu'en fait, ce conseil-là fonctionne uniquement pour une personne qui a la capacité d'écoute de son corps. Et c'est clairement pas donné à tout le monde. J'ai énormément de clients, tu vois, là j'en ai encore eu une hier qui m'a dit, en fait, ça fait plus de 2 ans, je crois que je l'accompagne, qui là me dit, en fait, c'est plus facile parce que maintenant, j'entends mon corps. Mais avant, impossible. Donc dire à quelqu'un, est-ce que tu le ressens, est-ce que tu le ressens pas, ressentir quoi? Quelqu'un qui est majoritairement en dorsale, il ressent rien, il est juste dissocié de son corps. Donc en fait, euh, tu vois? Donc je trouve que ça marche dans un contexte d'une personne qui a la capacité de savoir quand elle est contractée, pas contractée, qui a déjà une notion du corps. Une personne très en sympathique ou très en dorsale, très activée, Ouais. ouais, je sais pas. C'était un bon conseil à donner dans le cas du professorat de yoga, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jen, d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on arrête? Ouh, je crois que c'est déjà assez, assez dense. Non, franchement, c'est déjà assez dense. Qu'ils n'hésitent pas à venir me voir s'ils ont des questions. On pourra en discuter. Mais on va les laisser avec ça, hein. Bien sûr, bah, c'était la dernière question. Où est-ce que tu veux qu'on renvoie nos auditorices qui ont envie de te découvrir, de découvrir ton travail? Et ben, qu'ils n'hésitent pas à venir sur Instagram me suivre. Sinon, je parle de ça en long, en large, en travers sur le podcast Healing, sortir du mode survie, où d'ailleurs Laura va faire une intervention incessamment sous peu. Il faut qu'on s'organise. Parce que nos sujets, comme vous l'avez vu, sont bien, bien connectés. Et c'est pas du tout mon domaine ce qu'elle fait, donc c'est intéressant. Mais ouais, en long, en large, en travers sur le podcast Healing ou sur Instagram. Ok, trop stylé. Merci beaucoup, Jen, d'avoir répondu à nos questions et à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi, salut.